Il serait venu parce qu'il aurait posé par erreur un de ses tableaux à l'envers. La conversation passionnante de mes amis me poussa à m'intéresser à mon set de table. En le regardant de plus près, j'imaginais qu'ils avaient dû faire reproduire le gribouillis coloré de Pierre-Antoine, leur fils de 5 ans. Mais ces tâches me rappelaient une peinture que j'avais dû voir dans un de mes bouquins. C'était très abstrait. Reflets dans l'eau, brume. Claude Monet. Impression soleil levant. Cette toile vue de près ressemble à un torchon sur lequel on aurait essuyé des pinceaux. L'impression est celle d'un singe qui se serait emparé d'une boîte de couleurs. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, doit y avoir de l'impression là-dedans. J'avais envoyé une chose faite au Havre de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan, quelques mâts de navire pointant. On me demande le titre pour le catalogue, ça pouvait pas passer pour une vue du Havre. Je répondis, mettez impression. Edmond Renoir, qui dirige le catalogue, complète par soleil levant. C'est une grande période d'innovation industrielle. Le chemin de fer se développe et cela fascine les artistes. La gare Saint-Lazare, c'est la gare de Monet, direction Giverny. Après Argenteuil et sa campagne, il veut participer à cette industrialisation, en saisir l'atmosphère.
Nous sommes en pleine période impressionniste, 3 ans après son tableau Impression soleil levant. Les contours sont flous, ce qui va étonner le public. Les voyageurs et la locomotive disparaissent progressivement. C'est la vapeur qui suggère la présence de la gare. Émile Zola écrit « On y entend le grondement des trains qui s'engouffrent, on y voit des débordements de fumée sous de vastes hangars. » Un lieu idéal pour peindre les effets changeants de la luminosité, les nuages de vapeur et avoir un motif moderne. Monet rendit visite au directeur de la ligne ferroviaire et obtint que l'on retarde les trains à cause de la lumière. Je me souviens d'avoir un jour aperçu dans la gare un homme juché avec son chevalet sur un tas de caisses. Il peignait avec acharnement des départs de locomotives. Il demeurait là, le pinceau à l'affût, comme un chasseur guettant la minute de sa touche. Mais l'exposition de ces tableaux fut un désastre financier et Monet partit s'installer de nouveau à la campagne, à Vétheuil. On se trouve là en plein milieu des motifs de Monet. Lors de la 4e exposition impressionniste, la presse écrivit que ces paysages de Vétheuil étaient trop peu élaborés. C'est depuis le bateau atelier qu'il s'était fait construire qu'il peignait, arrimé au milieu de l'eau. Ce qui étonne en découvrant cette maison banale qu'ils avaient louée, c'est sa petitesse. Comment ont-ils fait pour y vivre aussi nombreux pendant plusieurs années? Monet y vit avec Camille, sa femme, très malade, le petit Jean et leur nouveau-né, Michel. Mais aussi, ils hébergent la famille Hochédé. Ernest Hochédé, c'est l'ami de Monet, collectionneur et marchand de tableaux qui vient de faire faillite. En y rajoutant la bonne, tout ce petit monde s'entasse dans cette maison de 100 mètres carrés. Ces années seront les plus noires de la vie de Monet. Les hivers passés à Vétheuil furent extrêmement froids. La Seine gelée, il s'installait au milieu du fleuve, se faisait apporter de temps en temps une bouillotte, non pas pour chauffer ses pieds, mais ses doigts gelés qui menaçaient de laisser échapper le pinceau. Monet faisait face à la nature comme un lutteur. Camille meurt l'été suivant, à 32 ans. Il se reproche le lendemain d'avoir peint ce portrait de Camille sur son lit de mort, d'avoir traité ce cadavre cher en objet neutre. Mais à ses yeux, le tourbillon des traits de couleur autour du visage traduisent le sentiment de tristesse désespérée qu'il ressentait.
Monet quitta Véteuil 2 ans plus tard. C'est toujours le fameux train de la gare Saint-Lazare qui lui fit connaître la région de Vernon, entre Paris et la Normandie. Il y trouve une grande maison à louer, à Giverny, qu'il achètera plus tard et qu'il ne quittera plus. Lorsque Claude Monet s'installe à Giverny, l'hôtel Baudy n'est qu'une modeste épicerie-buvette. Aucune chambre n'est prévue pour accueillir le voyageur. Mais devant l'affluence sans cesse grandissante des peintres américains attirés par Monet, les propriétaires décident la construction de l'hôtel. La salle à manger ne comptait que 2 tables dont Angelina Baudy tirait les rallonges au fur et à mesure de l'arrivée des convives. Les murs de la salle à manger se couvrent de tableaux laissés en gage d'amitié. Un piano droit de basse-tringue égayait souvent tard dans la nuit cette salle à manger. Devant l'insistance de la clientèle américaine, la patronne importa 5 marques de whisky, une boisson pratiquement inconnue en France. On boit beaucoup et l'on s'amuse fort tard. Construit dans le jardin, à la demande des peintres, un premier atelier voit le jour. C'est à l'abri que les artistes achevaient souvent le tableau commencé au dehors. Cette pièce, de modeste dimension, était pourvue d'un matériel disparate laissé par les pensionnaires. Le registre pour les voyageurs a conservé la facture que Madame Baudy a présentée au peintre Cézanne, venu rendre visite à Monet. Monsieur Cézanne Paul, 57 ans, Aix, du 7 au 30 novembre 1894. Au prix de la chambre s'ajoute la liste de ses dépenses à l'hôtel, dont une paire de bretelles. C'est quand même intéressant de savoir que Cézanne, un beau matin, a eu des problèmes pour soutenir son pantalon. Après avoir acheté sa maison de Giverny en 1890, il fait installer des vannes, se fâche avec les habitants qui lavaient leur linge dans le ruisseau d'à côté. Il construit le petit pont de style japonais. Un jardinier était occupé à maintenir les nénuphars dans la disposition souhaitée par Monet. Puis le cadre se resserre. La rive disparaît. Le plan d'eau occupe tout le tableau, avec les formes des nymphéas et les reflets des arbres et des nuages. Tous les éléments sont tellement imbriqués qu'on y perd ses repères. Une manière de peindre plus abstraite. Quand vous sortez pour peindre, essayez d'oublier quels objets vous avez devant vous. Un arbre, une maison ou quoi que ce soit. Pensez seulement ceci. Voici un petit carré de bleu, de rose, une ovale de vert, une raie de jaune, et peignez-les exactement comme ils vous apparaissent. Couleur et forme exactes, jusqu'à ce qu'il vous donne votre impression naïve de la scène qui se trouve devant vous. Ces paysages à reflets sont devenus pour moi une nécessité. Cela dépasse mes forces, qui sont celles d'un vieil homme. Et malgré tout, je veux parvenir à rendre ce que je ressens. Il habitait Giverny, l'hiver comme l'été, se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Sitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette et allait se mettre au travail. Et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher. Car il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quelques années après, Giverny deviendra la capitale de l'impressionnisme. Quand l'homme des pompes funèbres
voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel. Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. »